Ce soir, le premier ministre Justin Trudeau témoigne à la commission d'enquête publique sur les allégations d'ingérence étrangère dans les 2 dernières élections fédérales. Nos journalistes nous livrent leurs analyses. La Banque du Canada maintient le taux directeur à 5 % malgré la baisse de l'inflation et la hausse du taux de chômage. L'économiste en chef du mouvement Desjardins, Jimmy Jean, est avec nous. Baisse des cibles d'accueil des étudiants étrangers par le ministre de l'Immigration, Marc Miller. Les établissements d'enseignement postsecondaire francophones hors Québec craignent les conséquences. Le recteur de l'Université d'Ottawa est avec nous. Bonsoir, mesdames, messieurs. Ici Omaïra Issa, en remplacement d'Esther Bégin. Bienvenue à l'essentiel. C'était au tour du premier ministre Justin Trudeau de témoigner cet après-midi devant la Commission sur l'ingérence étrangère lors des élections de 2019 et 2021. Selon le premier ministre, il serait très improbable que la Chine ait préféré l'élection d'un gouvernement libéral. Le chef libéral a aussi soutenu, comme l'avait dit sa chef de cabinet avant lui, que les informations sur la sécurité nationale doivent être accueillis avec précaution. On doit toujours prendre les renseignements et l'intelligence, les documents d'intelligence avec une certaine conscience que c'est à confirmer, ou c'est peut-être pas 100% exact, mais parce que c'est de l'information extrêmement sensible, ça peut être très, très utile pour nous indiquer, par exemple, que la Russie est peut-être à veille d'envahir l'Ukraine. On agit ou on prend les informations au niveau du renseignement différemment que la façon que je prends un rapport sur le taux de chômage au Canada. J'analyse ce témoignage du premier ministre Justin Trudeau avec nos journalistes Mylène Crête, l'analyste Geneviève Tellier et Christopher Nardi, qui est sur place à la commission. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors, durant son témoignage, on a entendu le premier ministre Justin Trudeau dire quand même qu'il a entendu un compte-rendu du groupe de travail sur les menaces en sécurité durant les élections. C'était le 12 septembre 2021. Comment est-ce que vous accueillez tout ça, Geneviève? C'était un peu un exercice risqué de la part de M. Trudeau. On savait qu'il avait appris des choses. On se demandait qu'est-ce qu'il avait appris exactement, puis quelles avaient été ses décisions par la suite. Je pense que ça a été un bon témoignage dans l'ensemble. Il n'a pas fait de contradiction flagrante. Il y a peut-être un peu des différences d'interprétation là, entre ce que les fonctionnaires ont dit avoir informé et ce que M. Trudeau dit avoir reçu. Mais en gros, je dirais que pour M. Trudeau, encore une fois, parce que c'est pas son premier témoignage, ça a été plutôt une bonne journée en tant que témoin là, pour une commission d'enquête. Commission de cette envergure. Mylène, est-ce que les libéraux rejettent finalement la faute de la gestion de cette affaire au service de renseignement? Mais c'est ça, parce que, oui, il a reçu une séance d'information, mais après, qu'est-ce qu'on fait avec ces informations-là? Et aussi, on l'a entendu dire, mais il y a certaines informations que je n'avais pas reçues non plus de la part des services de renseignement. Donc, on se demande de un, qui dit vrai, et de deux, est-ce que le gouvernement a réellement reçu toute l'information nécessaire pour agir s'il y avait lieu, ou il lui manquait, comme il dit, des informations qui lui auraient permis d'agir. Et là, on l'a entendu aussi parler du cas du député Han Dong, de dire, l'histoire d'amener des autobus à une investiture, ce sont des choses qui se font, mais en même temps, j'avais pas assez d'informations pour vraiment agir et le démettre comme candidat. Donc c'est qu'est-ce qu'on fait aussi avec l'information reçue après? Au moment où on se parle, M. Trudeau continue quand même son témoignage. Je préfère le mentionner. Mais alors, Christopher, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bien, je pense que après 2 semaines d'audience, il y a tellement d'informations, on ne sait toujours pas. On s'entend que beaucoup de la preuve qu'on a vue cette semaine est extrêmement caviardée. Il n'y a pas une heure, on parlait encore d'un brefage qu'il aurait reçu pendant l'élection de 2021. Mais pendant 2 semaines, on a entendu des petites bribes de ce brefage. On n'a aucune idée de ce dont on a parlé. C'est juste que ça avait rapport avec des allégations d'interférences étrangères. Alors,
il y a beaucoup de questions pour moi qui demeurent sur non seulement ce que le premier ministre et son entourage savaient, mais ce qu'ils ont fait par rapport à ça, parce que le secret doit demeurer. Et donc, lorsqu'on va se pencher, je suis curieux de voir la commissaire, lorsqu'elle se penche sur toutes ces informations-là, qu'est-ce qu'elle va pouvoir dévoiler au public aussi sur ses recommandations, sur ce qu'elle a découvert, parce qu'elle aussi, elle en sait beaucoup plus que ce que le public va voir. Mais ultimement, c'est ça, on écrit beaucoup. Han Dong est un peu le cas le plus concret des allégations d'interférence étrangère, d'ingérence, mais on ne sait, c'est essentiellement le seul cas dont on a vraiment précisément des détails, des inquiétudes du service de renseignement. Pour le reste, on ne sait pas exactement c'est quoi, donc on ne sait pas exactement comment le gouvernement a réagi. Donc c'est un peu difficile d'évaluer au final le succès ou pas de la réponse du gouvernement. Effectivement, et on a entendu le premier ministre Justin Trudeau dire quand même que il y a certaines informations qu'il ne peut pas révéler là pour la sécurité nationale du pays. Geneviève, je me penche vers vous. Le premier ministre a aussi révélé qu'il trouvait improbable là, que la Chine ait une préférence politique avec son interférence. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est convaincant finalement? Le problème pour M. Trudeau, pour la Chine et pour tous les autres dossiers aussi dans cette commission-là, c'est que M. Trudeau a de l'information privilégiée et on doit le croire, alors que ça le concerne directement, ou du moins en partie. Alors, je l'ai dit déjà et je le répète, les juges est parti dans cette commission-là. Et donc, on a effectivement ce que Christopher mentionne, c'est qu'il y a beaucoup d'informations auxquelles on n'a pas accès, que M. Trudeau connaît, que certaines autres personnes connaissent, puis on n'arrive pas à départager. Donc, pour la Chine, qu'est-ce qu'il en est de la situation? Est-ce que la Chine préférait un certain parti plutôt qu'un autre? M. Trudeau nous dit il préférait un gouvernement minoritaire, c'était surtout ça. Et après, il nous a fait une longue histoire avec les deux Michael qui avaient été emprisonnés, les relations avec la Chine. Est-ce qu'on est dans le cœur du problème ou on n'est pas dans le cœur du problème? Est-ce que c'est ça sur quoi il faut insister ou non, ou il n'y a pas d'autre chose? Je suis d'accord avec Christopher, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, puis on est un petit peu dans le noir. Et oui, effectivement, ça va être quoi le résultat de cette commission-là? Pour moi, c'est pas encore clair. Mylène, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai trouvé que M. Trudeau, là, je peux comparer avec son témoignage à la commission Rouleau que j'avais beaucoup suivi. J'ai trouvé beaucoup plus prudent dans ce qu'il disait. Il a dit aussi qu'il devait faire attention aux détails qu'il donnait pour ne pas révéler une information qu'il ne doit pas révéler indirectement. Donc, mais je suis quand même assez d'accord que moi, je suis restée sur ma faim aujourd'hui. Hein. Il y a tout un mystère qui demeure alentour de cette question de l'ingérence étrangère. Christopher, vous êtes quand même sur place, là, à la commission où le premier ministre s'est défendu. On l'a senti dans son témoignage. Il dit que son gouvernement a agi dès 2015 sur cette question d'ingérence. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette réponse? Il a le bénéfice du doute parce qu'encore une fois, on ne sait pas exactement ce qu'on ne sait pas. C'est un peu ça le mystère. Malheureusement, on est un peu limité, je trouve, aujourd'hui, particulièrement comparé à la commission Rouleau, dans le temps. M. Trudeau n'est là pour témoigner qu'environ 1h20, avec à peu près 1h20 de contre-interrogatoire. Et j'ai trouvé que lorsque la commission lui posait des questions, on passait très rapidement les sujets. Dès qu'on entrait un peu, par exemple, dans les allégations de Han Dong, dans le vif du sujet, on a eu quelques réponses. On est tout de suite passé à d'autres choses. Donc, on fait un survol comme très rapide sur tous les enjeux. C'est extrêmement difficile de vraiment rentrer dans le profond, le vif du sujet sur ce que le premier ministre savait ou ne savait pas au moment où surtout des fuites médiatiques en 2022-2023 où on a entendu plus tôt aujourd'hui plusieurs ministres, eux, ont été surpris d'apprendre des choses qu'ils ne savaient pas. Alors, j'ai bien l'impression à travers tout ça, que même s'il pense bien avoir agi depuis 2015, il y a clairement un problème dans la circulation du renseignement et de l'information à travers les différentes instances du gouvernement. Et cette information ne se rend pas toujours non plus au cabinet et possiblement au premier ministre. C'est un peu aussi ce que je retiens des deux dernières semaines. Justement, parlons de ça de manière plus spécifique. On a surtout entendu l'ancien ministre de la Sécurité publique, là, Bill Blair, parler particulièrement de l'investiture libérale dans la circonscription de Don Valley Nord, qui est vraiment au centre là de cette question de l'ingérence. Mais il a déclaré qu'à l'époque, il n'était pas si inquiet que ça, que les détails n'étaient pas aussi étayés que cela. Geneviève, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'était aussi très similaire au témoignage de Justin Trudeau. Alors, on a eu 3 ministres aujourd'hui qui ont à peu près eu la même attitude, la même posture, qui disaient, vous savez, oui, on a été briefés, mais pas trop dans les généralités.
vérité, c'est pas à nous à savoir les détails. Puis ensuite, M. Blair qui nous dit, vous savez, je suis un ancien chef de police, donc je connais ça. Puis oui, alors, et une grosse partie de la journée a tourné autour de les perceptions ou les insinuations versus les faits. Alors, c'est pas parce que vous pensez qu'il y aurait malversation que nécessairement il l'a. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour étayer la preuve? Alors, on nous a beaucoup passé de temps à essayer de nous convaincre qu'il fallait y aller de façon très, très prudente. Puis M. Blair, oui, a participé, a eu le même discours que M. Trudeau. Donc, il n'y a pas eu de contradiction entre les deux. C'était plutôt un message commun qu'on voyait de la part de tous les ministres avec le premier ministre. Un message commun du camp libéral. Mylène, qu'en pensez-vous? La question que ça soulève aussi, c'est qu'est-ce que le Parti libéral fera de tout ça? Est-ce qu'on doit faire voter dans une investiture des étudiants internationaux qui sont de passage au Canada? C'est toute une question. Moi, c'est ce qui m'intéresse de savoir s'il y aura au prochain congrès libéral peut-être une motion pour changer les choses. On verra. Grande question, Christopher. Vous êtes sur place. Vous avez les tout derniers mots sur cette question-là. Rapidement. Bien, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le scepticisme qu'on sent aussi, autant de la part de Trudeau que de Blair, que la chef de cabinet de Trudeau, Katie Telford, hier, sur la qualité parfois des renseignements qu'ils reçoivent. Ils ont fait note quand même d'erreurs évidentes qu'ils ont déjà trouvées dans les renseignements qui leur ont été fournis. Et il semble aussi vraiment y avoir une impression chez la classe politique que les agences de renseignement ne comprennent pas comment fonctionne la politique. Ils disent que les autobus qui arrivent pendant un vote en nomination, ce n'est pas du tout étonnant. Alors, on voit aussi qu'il y a quand même je ne sais pas si c'est une méfiance nécessairement, mais il y a quand même un certain doute par rapport à ce que les agences disent aux politiciens et on voit qu'ils prennent une certaine réserve par rapport à ça. Je me demande justement comment ça affecte la qualité de leur réponse à ces allégations d'ingérence. Affaire à suivre et on sera de retour vendredi, c'est sûr. Christopher Nardi, merci beaucoup. Mylène Crête, merci à vous. Et Geneviève Tellier, merci à vous. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. La Banque du Canada maintient le cap avec un taux directeur à 5 % comme le prévoyaient les économistes, et ce, malgré le recul de l'inflation et la hausse du taux de chômage au Canada. Selon le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, l'inflation devrait rester autour de 3 % au deuxième trimestre de 2024, en partie à cause de la hausse des prix de l'essence. Pour décider combien de temps encore laisser le taux directeur au niveau actuel, on cherche des signes que la récente diminution de l'inflation sous-jacente va durer. Pour analyser cette décision, je retrouve Jimmy Jean, économiste en chef du mouvement Desjardins. Bonsoir, Monsieur Jean. Bonsoir. La Banque du Canada maintient son taux directeur à 5 %, donc on s'y attendait largement. Votre réaction à chaud là, à cette décision? Oui, il n'y a pas de surprise dans cette décision de la Banque du Canada. Cependant, on nous dit que les derniers développements au niveau de l'inflation demeurent encourageants. Et effectivement, l'inflation s'est avérée plus faible que la Banque du Canada le prévoyait au premier trimestre. Donc, on a révisé les prévisions en baisse pour l'inflation. On les a révisées un petit peu en hausse au niveau du PIB. Mais il reste qu'avec ce qu'on observe, que ce soit au niveau des salaires ou au niveau du comportement des entreprises, donc la fréquence ou encore l'ampleur des hausses de prix qui sont prévues, tout ça continue d'aller dans le sens d'une amélioration. C'est pourquoi la Banque du Canada nous signale aussi que le mois de juin, donc une baisse à la réunion de juin, fait partie des possibilités. Nous, ça reste notre scénario que la Banque du Canada va commencer son processus au mois de juin. Le gouverneur de la Banque, Tiff Macklem, a dit qu'il était beaucoup trop tôt pour réduire le taux, même s'il y a des signaux positifs par rapport à l'inflation. Il dit qu'il faut être prudent. Vous avez, vous, souhaité dans le passé une réduction plus rapide. Est-ce qu'à votre avis, la Banque est trop prudente dans son approche et quelles conséquences ça pourrait avoir tout ça? L'idée, c'est que la Banque du Canada regarde des mesures d'inflation qui comportent des biais. Donc, nous, on a corrigé pour ces biais-là. Et ce qu'on se rend compte, c'est que l'inflation est beaucoup plus près de la cible que la Banque du Canada ne l'indique. Donc, c'est pour ça que, selon nous, des taux d'intérêt directeurs à 5 %, selon nous, c'est un peu trop restrictif, d'autant plus que l'économie canadienne est très endettée et que le processus de renouvellement des hypothèques à des taux plus élevés
cause une contraction de la consommation par habitant, comme la Banque du Canada l'a bien montré aujourd'hui, qui est quand même assez importante. Donc, et ils l'ont reconnu d'ailleurs aujourd'hui en disant on a les éléments qu'on a besoin pour baisser les taux. Il faut simplement que ça continue. Donc, ça suggère qu'on aurait peut-être presque pu baisser les taux aujourd'hui. Je pense que c'est une question plus effectivement de prudence, de vouloir avoir des garanties absolues que l'inflation continue d'évoluer dans le bon sens. Moi, je pense qu'on a ces garanties-là, mais ils ont opté effectivement pour un peu plus de temps avant de commencer le processus. Plus de prudence donc, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les Canadiens, cette décision, particulièrement pour les ménages plus vulnérables, parce que les encours sur les cartes de crédit, on le sait, ont beaucoup augmenté. Est-ce qu'il pourrait y avoir un impact sur la consommation? Il y a pas pour moi, ça ne fait pas grande différence dans le sens où on pense que quand la Banque du Canada va baisser ses taux d'intérêt, elle va y aller de manière très graduelle, à raison de 25 points de base par réunion. Et à la fin de l'année, on devrait passer de 5 à 3,75 à la fin de l'année. Donc, on va être quand même à des taux qui vont être beaucoup plus élevés qu'ils ne l'étaient. Et la détérioration qu'on voit au niveau de l'économie, au niveau par exemple, du taux de chômage qui augmente, tout ça va se poursuivre, selon nous, durant l'année, avec une croissance qui devrait être positive, mais quand même assez faible. Et donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs ménages, et on le voit déjà, les faillites qui augmentent, les défauts de paiement sur les cartes de crédit, sur les prêts automobiles. Ça risque d'être un environnement encore très difficile pour les ménages les plus vulnérables, les ménages qui voient aussi les salaires diminuer. La Banque se réjouit des salaires qui baissent, c'est-à-dire qu'ils ralentissent, mais l'envers de la médaille, c'est que pour beaucoup de ménages, ça fait en sorte que c'est difficile de boucler leur budget. Des ménages, parlons maintenant des marchés financiers. Comment est-ce qu'ils ont réagi à cette décision de la Banque centrale du Canada de maintenir le taux directeur pour une 6e fois consécutive? Il y a eu très peu de réactions à l'annonce de la Banque du Canada comme telle. S'il est quelque chose, c'est que les marchés s'attendaient peut-être à ce que la première baisse de taux s'effectue au mois de juillet. Maintenant, ces anticipations-là se sont ramenées un petit peu plus vers le mois de juin. Et puis sinon, ce qu'on a vu, c'est le dollar canadien faiblir beaucoup, mais le dollar canadien affaiblit en réaction à la forte montée du dollar américain, et ça fait suite aux données d'inflation aux États-Unis qui ont surpris à la hausse. Donc, c'est plus les chiffres d'inflation américaine qui ont été derrière le mouvement du dollar canadien qui affaiblit aujourd'hui. Alors, parlons justement de cette situation américaine. La Banque a quand même signalé une possible révision là au cours des prochains mois, mais il y a quand même un risque face au rebond de l'inflation aux États-Unis, qui est notre grand partenaire commercial. Quelle influence est-ce que ça va avoir? Je pense que les dynamiques d'inflation entre les deux pays sont très différentes. Ici, on sait que l'inflation, ça se réduit essentiellement au secteur du logement en ce moment. Donc, les loyers, tout particulièrement, et les coûts d'intérêt hypothécaires, ce sont les deux grandes composantes qui causent le plus de pression sur l'inflation, tandis que dans les autres composantes, on voit un ralentissement qui persiste depuis le début de l'année. Aux États-Unis, c'est le contraire, c'est qu'on voit de manière généralisée une réaccélération de l'inflation. Et ce, dans le cadre d'une économie qui n'a pas ralenti, est loin d'avoir ralenti autant que les prévisionnistes l'anticipaient l'année dernière. Donc, une économie qui continue à générer beaucoup d'emplois. Mais finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que l'économie est au-dessus de son potentiel. Donc, c'est pour ça que ça génère de l'inflation. Et aujourd'hui, il y en a qui disent qu'il faut que la Réserve fédérale augmente même ses taux directeurs, ce qu'on n'envisageait pas il y a quelques semaines. Donc, nous, on n'en est pas là, mais il reste que c'est un drôle de changement de paradigme dans le cas des États-Unis, qu'on ne voit pas pour l'instant au Canada, étant donné que l'économie est beaucoup plus faible. Parlons d'économie davantage. Au cours des dernières semaines, on a vu le gouvernement fédéral annoncer là une panoplie de dépenses. On verra comment est-ce que Ottawa va financer tout ça dans le budget la semaine prochaine. Est-ce que ça pourrait jeter de l'huile sur le feu inflationniste, Jimmy Jean?
Ça va dépendre beaucoup de la nature des dépenses et aussi de leur échelonnement. Donc, souvent, quand on fait ces annonces-là, c'est des dépenses qui sont déployées sur les prochaines 4 ou 5 années. Et des fois, ça affecte plus les années plus loin dans la prévision que les années plus immédiates. Donc, il va falloir avoir ces détails-là avant de statuer. Mais je pense quand même une chose qui est importante, c'est que la Banque du Canada nous dit aujourd'hui que l'économie est en situation de capacité excédentaire. Et donc, dans un contexte de capacité excédentaire, des gouvernements qui dépensent un peu plus, ça n'a pas la même connotation pour l'inflation que si on est en demande excédentaire. Donc, lorsqu'on était au retour de la pandémie et qu'il y a des gouvernements, par exemple, qui émettaient des chèques pour les ménages, eh bien, c'était là qu'on était dans une situation où c'était plus susceptible de jeter de l'huile sur le feu. Mais aujourd'hui, la situation a drôlement évolué. On est en capacité excédentaire, donc il y a moins une inquiétude à avoir à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier que certaines dépenses sont carrément nécessaires, qu'on pense à la transition climatique, qu'on pense au logement. Ce sont des incontournables économiquement parlant. Et si on parle de dépenses qui vont, au bout du compte, faire augmenter le potentiel de l'économie canadienne, ça vaut la peine de les faire quand même. Mais si on parle de dépenses qui sont plus de nature électoraliste, alors c'est là qu'effectivement, il va y avoir des enjeux au niveau de la stimulation de l'inflation. Jimmy Jean, économiste en chef chez Desjardins, je vous remercie. Plaisir. Les universités francophones en milieu minoritaire au Canada déposent une plainte devant le commissaire aux langues officielles concernant le plafonnement temporaire de 2 ans du nombre d'étudiants étrangers. La mesure a été décrétée en janvier par le ministre de l'Immigration, Mark Miller. Selon l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, Ottawa met de côté ses responsabilités prévues dans la nouvelle mouture de la loi sur les langues officielles. En date de septembre 2023, les étudiants étrangers représentaient environ 30% des étudiants de l'association. Pour en parler, je retrouve Jacques Frémont, recteur de l'Université d'Ottawa et coprésident de l'Association des collèges et universités de la francophonie en milieu minoritaire. Monsieur Frémont, bonsoir. Oui, bonsoir. On sait que les collèges et universités francophones recrutent énormément à l'étranger. Quel est l'impact de la décision fédérale là sur la pérennité de vos institutions? Écoutez, l'impact risque d'être considérable. On n'a pas le score, on ne l'aura pas tellement avant la rentrée du mois de septembre. Vous savez, recruter des étudiants à l'étranger, c'est un long processus. Il faut qu'ils fassent application, il faut qu'ils soient acceptés dans les universités de leur choix. Maintenant, il faut qu'il y ait une attestation provinciale. Une fois qu'ils ont l'attestation provinciale, il faut qu'ils aient porté ça à Immigration Canada pour avoir leur visa d'études pour venir au Canada. Et après, ils doivent accepter l'offre que l'université leur a faite. Alors, c'est un long processus, c'est un parcours du combattant. Et donc, actuellement, on ne sait pas, il y avait un flottement à cause de la décision ministérielle du mois de janvier. On ne savait pas si on était en mesure de faire des offres aux étudiants étrangers francophones. On a eu, le fédéral a forcé les provinces à imposer des quotas et donc nous n'avons eu le nombre de demandes le nombre d'étudiants francophones qu'on peut inviter à postuler n'a pas été connu avant il y a une dizaine de jours, ce qui nous met très en retard. Et donc, l'impact de l'absence des étudiants francophones dans les établissements francophones hors Québec peut être considérable, puisque la vaste majorité dépendent beaucoup de ces étudiants pour financer les programmes, pour avoir des masses critiques aussi d'étudiants au sein des différents programmes. Alors, si vous avez 20 étudiants ou si vous en avez 40, ça devient plus facile de donner davantage de choix de cours et de mener à terme les programmes en français. Bon, parlons justement de ça en détail. On sait que l'éducation francophone est au cœur là de l'épanouissement des communautés en milieu minoritaire. Est-ce qu'il y a des programmes qui seraient en péril en raison de cette décision du ministre Mark Miller? Écoutez, c'est difficile à dire parce qu'on n'a pas encore l'impact. Je peux vous dire qu'à l'Université d'Ottawa, c'est clair, il n'y a pas de programmes qui sont en péril. Nous allons les maintenir.
envers et contre tous. Et à mon université, nous avons plusieurs centaines de programmes en français dans tous les domaines, et ce qui permet d'avoir, par exemple, dans la région d'Ottawa, l'hôpital Montfort, c'est un hôpital, mais un hôpital, ce sont avant tout les médecins, les infirmières, les psychologues, les psychiatres qui y travaillent et tous les gens qui y travaillent, le personnel, ces gens-là sont formés à l'Université d'Ottawa en français. Alors, il est clair que s'il y a une pression à cause d'un manque d'étudiants étrangers, ça nous facilitera pas les choses, ça va nous compliquer la vie. Et nous avons des étudiants dans tous les domaines, dans le droit, par exemple, qui vont pratiquer partout au Canada. En pharmacie, un nouveau programme en sciences pharmaceutiques où les pharmaciens vont être envoyés dans toutes les régions au Canada, les villages, les endroits où il y a des minorités francophones, ça devient des professionnels de première ligne. Donc, le rôle des universités, l'Université d'Ottawa, mais des universités au Canada est extrêmement important. Maintenant, comme je vous dis, on ne saura pas avant le mois de septembre l'impact de cette politique, mais il est sûr que ça menace davantage les établissements francophones que les établissements purement anglophones. Dans ce cas-là, est-ce que juste vous demandez une exemption du ministre de l'Immigration? L'annonce a été faite le 22 janvier. Le 23 janvier, nous avons demandé une exemption. Nous avons dit, écoutez, la situation, étant donné la fragilité des établissements francophones, et étant donné aussi les taux d'acceptation, je dirais les taux de refus sont beaucoup plus élevés pour les étudiants en provenance du continent africain que pour les étudiants qui viennent d'autres régions du monde. Alors, vous avez une règle, mais la règle s'applique différemment pour les francophones que les anglophones. Et donc, on leur a dit, s'il vous plaît, pour les établissements francophones, mettez une bulle, mettez un parapluie au moins cette année pour qu'on puisse passer l'année normalement et on aura le temps de voir venir pour les années subséquentes. Alors, dès le lendemain de l'annonce de la politique, nous avons sonné l'alarme. Il y a eu plusieurs rencontres avec le ministre, avec ses cabinets, avec les fonctionnaires de l'IRCC. Et malheureusement, même s'il y a eu une écoute très sympathique, à ce jour, début avril, on est toujours au même point. Bon, exemption demandée. Même si le commissaire vous donnait raison, il n'y a aucune garantie qu'Ottawa va revenir sur sa décision. Est-ce que vous avez d'autres recours? Écoutez, c'est une bonne question. On se l'est posée. Aller en cours dans des situations comme ça, c'est pas une situation. Il faut bouger beaucoup trop vite. Les tribunaux sont lents. Mais ce qui est important, c'est qu'on s'appuie notamment sur la nouvelle loi sur les langues officielles, sur des articles de la loi dans lesquels le fédéral s'engage, le Parlement fédéral, le gouvernement canadien s'engage à soutenir l'éducation en français et la pérennité de l'éducation en français. On dit, vous pouvez pas d'une main garantir ça et d'autre part, le même gouvernement dit finalement, ben là, on s'en fout, on va traiter les francophones comme les anglophones. Alors c'est pour ça qu'il fallait bouger rapidement. Le recours au commissaire est un recours, la plainte est extrêmement détaillée, mais pour nous, il est important de marquer le coup. C'est une des premières fois où la nouvelle loi peut trouver application, et si on laisse passer, si le commissaire ne définit pas comment cette nouvelle loi, soit cette nouvelle version de la loi peut s'appliquer, ben là, on va avoir mis des mauvais plis pour la suite des choses. Donc, il est important que le commissaire se prononce. Probablement qu'il va le faire trop tard pour cette année, parce que cette année, c'est en train de... Les derniers jours, ce sont ces jours-ci. Mais pour 2025, le programme du IRCC pour 2 ans au moins. Alors donc, pour 2025 au moins, le commissaire pourrait intervenir de façon conséquente. Dossier extrêmement important. Merci beaucoup, M. Frémont, d'avoir été des nôtres. Merci, c'est un plaisir. Merci. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce 10 avril sur la colline parlementaire à Ottawa. Ici, Omaira Issa, en remplacement d'Esther Bégin, qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Bonne fin de soirée et à demain.